Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis très loin, pour certains d'entre vous, depuis Paris pour la plupart. Je voudrais commencer par remercier l'ingénieur en chef de l'armement Laurent Lessin, qui est le directeur de DGA Technique Hydrodynamique et qui nous accueille aujourd'hui. Toute l'équipe de communication à la fois de la DGA, Madame Le Dars, Monsieur Bertrand Guy et Monsieur Éric Ruloff de la communication de Val-de-Reuil qui ont organisé ce point presse délocalisé. Et je voudrais saluer plus particulièrement la municipalité de Val-de-Reuil qui nous fait l'amitié et l'honneur de sa présence aujourd'hui, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur Coquelet, et Monsieur le directeur de cabinet du maire, Monsieur Toutain. Nous savons tous l'intérêt que porte Monsieur Marc-Antoine Jamet à DGA Technique Hydrodynamique, que la plupart des Rolivalois appellent encore le bassin d'essai des Carennes. Et voilà, c'est un signe d'amitié que vous nous faites aujourd'hui et nous en sommes très heureux. Pour ceux qui ne sont pas familiers des points presse du ministère des Armées, nous tenons toutes les semaines un point presse pour faire un état des lieux des actualités du ministère, des ministres, Madame Parly et Madame Dariussec, pour faire un carottage en profondeur sur un sujet particulier. Ça peut être le cyber, ça peut être le spatial. Aujourd'hui, on va parler expertise technique du ministère des Armées avec la DGA et plus particulièrement expertise technique dans le domaine naval et hydrodynamique. C'est Laurent Lessin qui aura la haute main pour vous expliquer tout cela. Et régulièrement, nous faisons des points presse délocalisés hors les murs. Donc ce point presse aujourd'hui à Val-de-Reuil, c'est le 7e point presse depuis le début de l'année 2021 que nous faisons hors de Ballard, hors du ministère des Armées à Paris. C'est une volonté que nous avons d'aller au contact des militaires, des forces, des experts sur le terrain, ce qui permet à la presse peut-être nationale de découvrir des lieux qu'elle ne connaît pas encore, et à la presse régionale, et je salue les journalistes régionaux et locaux qui sont là aujourd'hui, de mieux découvrir ce que sont les actualités parfois un peu trop parisiano-centrées du ministère des Armées. Donc nous étions déjà allés à Cognac, à Saint-Dizier, à Vars, dans d'autres endroits également, et donc pour la 7e fois cette année en province, à Val-de-Reuil. Les points presse sont structurés de la manière suivante. Je vais commencer par donner quelques points d'actualité du ministère. Ensuite, je présenterai l'agenda de Madame Parly, ministre des Armées. Et ensuite, nous parlerons en détail du centre DGA Technique Hydrodynamique et de la DGA. Voilà, deuxième point d'actualité qui concerne l'armée de l'air et de l'espace, la tenue en ce moment même d'un exercice majeur de préparation au combat, c'est l'exercice VOLFA 2021, qui implique une 50aine d'aéronefs français et étrangers. C'est un exercice qui a lieu depuis fin septembre et qui se déroule jusqu'à la mi-octobre. Donc c'est un exercice d'entraînement au combat de haute intensité avec une thématique qui est l'entry force, comme on dit dans notre vocable, c'est-à-dire l'entrée en premier dans un milieu contesté. Donc, nous avons des aéronefs qui décollent tous les jours depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan. Nous avons des hélicoptères qui décollent depuis Cazaux et des drones Reaper qui décollent depuis Cognac. Nos aéronefs sont des A400M, des Rafales, dans leur dernier standard, le standard F3R, et des C-130J. Voilà, nous avons également des pays alliés qui participent à cet exercice majeur. Il y a 4 avions allemands, des Eurofighter, un C-130J, donc un avion tel que ceux qu'on trouve à la base aérienne d'Évreux, juste à côté, canadien, et nous avons des détachements de commandos belges, britanniques et danois. Nous avons également des F-18 espagnols, des F-18 suisses et un A400M belge qui opèrent depuis leurs bases respectives. Troisième point d'actualité dans le domaine de la réserve. Vous savez que nous avons de nombreux réservistes au sein du ministère des Armées, au sein de la Garde nationale. Eh bien, les journées nationales des réservistes se tiendront du 9 octobre au 9 novembre prochain. Le 9 octobre, ces journées nationales commenceront avec ce qu'on appelle les rencontres de la Garde nationale à l'école militaire et s'achèveront le 9 novembre avec un ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Quatrième point d'actualité sur une thématique sociale et administrative. Nous avons depuis 2018 un portail numérique pour tout ce qui est prestations sociales au profit des personnels du ministère des Armées, personnels militaires et civils. C'était une des mesures du plan famille qu'avait voulu la ministre Florence Parly en 2018. Eh bien, ce portail vient d'être nourri de nouvelles
caractéristique la possibilité de demander directement des prestations de manière dématérialisée. Jusque-là, nous avions une sorte d'atlas des prestations sociales qui était accessible à nos personnels. Désormais, et ça va continuer comme ça pendant encore 1 ou 2 ans, nous allons ouvrir de plus en plus de prestations qui pourront être demandées directement sur ce portail. Et donc les 3 premières prestations que n'importe quel militaire ou civil peut demander de manière dématérialisée, ce sont des prestations éducation pour les enfants, ce sont des séjours d'enfants, tout ce qui est colonie de vacances, et les remboursements de frais pour annulation de permission ou de congé. Voilà, ce sont des sujets forcément qui intéressent essentiellement les personnels du ministère des Armées, mais qui montrent qu'on veut vraiment rapprocher l'administration de nos personnels et accélérer sur le numérique et la dématérialisation. Je vous signale quelques points d'agenda qui peuvent vous intéresser à mettre dans vos tablettes. D'abord, un exercice de l'armée de terre, un exercice du groupement d'artillerie haute intensité qui se déroulera à Cangeverse. Donc c'est essentiellement le 11e régiment d'artillerie de marine qui est impliqué. Ils mobilisent leurs canons César, leurs canons TRF-1, des mortiers. Et donc ils s'entraîneront à Cangeverse du 2 au 22 octobre au niveau régimentaire. Ensuite, on va monter en gamme, ça sera au niveau interrégimentaire. Et cet exercice se déroulera avec le 3e régiment d'artillerie de marine et ses canons César, et le 1er régiment d'artillerie et ses radars de contre-batterie Cobra. Et enfin, il y aura un niveau interarmé avec une menace aérienne qui viendra se greffer à ces exercices qui permettent donc à nos artilleurs de s'entraîner, là aussi dans le domaine de la haute intensité. Alors je continue sur les exercices de l'armée de terre, un exercice d'aérocombat qui s'appelle Baccarat, qui va mobiliser 1300 soldats, 15 unités de l'armée de terre et 32 hélicoptères de combat. Donc c'est la 5e édition de ce type d'exercice qui va aussi mobiliser les forces armées espagnoles. Ça se tiendra du 15 au 21 octobre entre les départements de l'Aveyron, de la Lozère et du Cantal. Alors je vous en parle parce qu'il y a une partie qui est ouverte à la presse. Du 15 au 19 octobre, là ça ne vous sera pas ouvert, ce seront des procédures de réduction de poches et demie, de prise de points d'intérêt, par exemple des ponts, des barrages, des axes routiers. Et cet exercice se terminera le 20 et 21 octobre par une manœuvre interarmée à laquelle vous, mesdames et messieurs les journalistes, vous êtes conviés. Donc je vous laisse vous rapprocher du CIRPATER si toutefois vous étiez intéressés. Alors, dans le domaine terrestre toujours, mais avec une composante entrepreneuriale, des rencontres qui ont lieu tous les 2 ans, qui s'appellent le Forum Entreprise Défense. C'est organisé par l'armée de terre, avec le JICAT, qui est la fédération professionnelle des industriels de l'armement terrestre, et la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France. Nous aurons 180 exposants, 10 organismes militaires, 3000 visiteurs pour des rencontres d'affaires entre les donneurs d'ordre, les prescripteurs que nous sommes au ministère des Armées et les fournisseurs que sont les entreprises de défense, avec cette année une thématique sur le maintien en conditions opérationnelles terrestres. Ça se passe à Versailles-Satory les 13 et 14 octobre. Je passe sur un anniversaire d'un escadron de chasse, l'escadron 2-5 sur la base aérienne d'Orange. Ça sera le jeudi 14 octobre. Il y aura à la fois un plateau statique avec une 50aine d'appareils, des Mirage 2000, des Rafales, des Alpha Jet de la patrouille de France, un Canadair et aussi des F-16 danois, belges et néerlandais. Et il y aura également des présentations dynamiques avec le Rafale Solo Display, le F-16 Solo Display, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et la patrouille de France. Vous pouvez vous accréditer auprès du CIRPA Air avant le 11 octobre si cela vous intéresse. Une remise de trophées par Madame Darrieussecq, ministre déléguée, au Centre national des sports de la Défense. Ça se tiendra le 11 octobre, en présence de Madame la ministre des Sports, Madame Maracineanu, et de Madame la secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap, Madame Sophie Cluzel. Également l'ambassadrice de cet événement, qui est l'ambassadrice pour le sport, ainsi que le chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhardt. Alors plusieurs trophées seront remis, 6 exactement, je ne vais pas vous en donner la liste complète. Néanmoins, 2 de ces 6 trophées seront principalement dédiés aux sportifs qui s'étaient illustrés, aux sportifs militaires qui s'étaient illustrés pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Là aussi, des accréditations sont possibles auprès de la DICODE. Un événement important que je vous annonce, c'est la 3e édition du Forum Innovation Défense. Vous savez à quel point l'innovation est un des axes de grande importance de la ministre des Armées, Florence Parly. Ce forum, il est là pour faire se rencontrer
tout l'écosystème de l'innovation, qu'il soit public ou privé. Donc ça se passera à l'espace Champéret du 25 au 27 novembre. Il y aura différents espaces. Il y aura un espace de débat, de conférence, où on parlera intelligence artificielle, quantique, biomimétisme, new space, énergie nouvelle. Il y aura un espace de rendez-vous B2B pour les entreprises, une zone d'expérience, de test avec des démonstrations. Donc il y a une centaine de projets qui vous seront présentés avec des démonstrations très concrètes. Je vous en donnerai la liste un peu plus tard. Et puis un espace de speed testing pour du recrutement sur quelques-uns de nos métiers prioritaires. Je rappelle qu'on recrute tous les ans 26 000 personnes. Cet espace est un des moyens de vous faire connaître. Je parle là aux jeunes qui seraient intéressés pour rejoindre le ministère des Armées. Voilà les points d'actualité que je voulais porter à votre connaissance. Je vais maintenant vous présenter l'agenda de Madame Parly pour la semaine prochaine. Alors, lundi 11 octobre, la ministre des Armées aura un déplacement sur des thématiques industrielles dans le sud-ouest. Elle se rendra d'abord à Tarbes, dans l'entreprise des Forges de Tarbes. C'est une entreprise qu'on avait beaucoup soutenue à un moment, qui fabrique les corps d'obus, notamment des obus de 105, de 155 mm. Fut un temps où la production était en péril. Eh bien, le ministère des Armées a mis les moyens pour que ces chaînes de production ne s'arrêtent pas et que les compétences soient maintenues pour la trentaine de personnes qui travaillent dans cette belle entreprise de Tarbes. Elle enchaînera ensuite sur un déplacement dans les locaux de l'entreprise Daher, dans les Hautes-Pyrénées, à Louet. Daher est une entreprise qui, comme beaucoup d'autres entreprises du secteur aéronautique, a subi les effets de la crise du Covid. Et dans le cadre du plan de soutien aéronautique, du gouvernement et singulièrement du ministère des Armées, nous avons aidé cette entreprise Daher avec la commande de plusieurs TBM. Et donc, la ministre des Armées viendra constater sur place le bon avancement des travaux. Elle terminera cette journée du 11 octobre par un déplacement au 1er régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers, dans l'Ariège. Le lendemain, Madame Parly aura un entretien avec Madame Darrieussecq, ministre déléguée. L'après-midi, à 15 h, elle aura les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Puis 2 auditions, d'abord devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, puis devant la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Ces auditions seront publiques. Le lendemain, elle aura un conseil restreint et un conseil des ministres à l'Élysée. Et l'après-midi, elle sera à Orléans pour un comité stratégique du ministère des Armées sur la thématique du maintien en conditions opérationnelles. Vous vous souvenez que dès son arrivée, Madame Parly avait pris à bras-le-corps la question de l'entretien, de la réparation de nos aéronefs pour augmenter leur disponibilité. Des progrès tout à fait manifestes ont été la conséquence de ce plan stratégique de Madame Parly. Et donc, ça sera l'occasion de faire un point de situation sur cette question importante du MCO aéronautique. Le jeudi 14 octobre, elle se déplacera à Creil, au centre de formation interarmée au renseignement. Et le lendemain, le vendredi 15 octobre, elle se déplacera à Avord, dans le Cher, sur la base aérienne 702, pour se faire présenter de nouvelles infrastructures militaires sur la base. Voilà, j'en ai terminé avec à la fois les points d'actualité et l'agenda de la ministre des Armées. Si toutefois vous avez des questions sur ce dont on vient de parler ou sur d'autres points d'actualité, je suis maintenant à votre disposition. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, sachant que je suis à votre disposition toute la journée de toute façon, comme tous les jours, je vais demander à Laurent Le Syn de me rejoindre, s'il te plaît, Laurent. Et donc, on va maintenant parler DGA, ce que je vais faire un petit peu, et beaucoup DGA technique hydrodynamique, ce que fera le directeur du centre. Je voulais peut-être, pour ceux qui ne sont pas totalement familiers du ministère des Armées, essayer de vous expliquer simplement à quoi sert la DGA, qui est un organisme dont on entend souvent parler, mais dont je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne à quoi il sert. Souvent, quand on parle de la DGA, on pense aux gros contrats d'armement. C'est souvent à ce moment-là qu'on entend parler de la DGA, quand on passe un contrat pour le prochain avion de combat, le SCAF, quand on passe un contrat pour le porte-avions de nouvelle génération, on entend parler de la DGA. Quand il y a des grands contrats à l'exportation, récemment la Grèce, l'Égypte, la Croatie, on entend parler de la DGA comme l'acteur un peu clé du ministère des Armées qui accompagne ces exportations d'armement dont nous avons besoin pour avoir un modèle d'armée complet et une industrie de défense qui tient sur les deux jambes. Et parfois, on entend aussi parler de la DGA, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour l'entreprise Daher ou pour les Forges de Tarbes, c'est-à-dire pour faire de la politique industrielle, pour maintenir en France un tissu d'entreprise capable d'assumer sur le long terme la conception et la fabrication d'armements dont nous voulons avoir la maîtrise de manière souveraine. Mais ce dont on parle moins, et qui est pourtant l'ossature de la DGA, c'est la direction technique. Ce sont les experts de la DGA. Mais
Ici, vous êtes dans un, sans mauvais jeu de mots, Laurent, un peu le saint des saints de ce que peut être l'expertise technique au sein de la DGA. C'est le cœur de métier de tout le monde à la DGA. Il n'y a pas un directeur de programme à Paris, il n'y a pas une personne responsable de grands contrats d'armement export à Paris qui ne soit pas passée par un centre d'expertise et d'essai de la DGA et qui ne se soit pas formé dans un centre comme celui de Val-de-Reuil. C'est vraiment le cœur de métier. La DGA, elle a été créée il y a 60 ans par le général de Gaulle qui voulait développer la force de dissuasion, ce qui a été réussi. Et c'est la DGA qui a été pilote et qui a placé sur les fonds baptismaux la dissuasion nucléaire en France. La DGA a aussi d'emblée, dès sa naissance, regroupé toutes les directions par milieu, l'armement terrestre, l'armement naval, les parties aéronautiques. Et on a eu une bascule au sein de la DGA d'une partie où on fabriquait nous-mêmes des armements. C'était l'époque où la direction des constructions navales, qui aujourd'hui s'appelle Naval Group, faisait partie de l'État. C'était l'époque où le GIAT, qui aujourd'hui s'appelle Nexter, faisait partie de l'État. Donc une époque où nous-mêmes, de manière totalement autonome, on fabriquait pro domo des armements, à une période qui est celle d'aujourd'hui, où on assume une maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on fait faire. On ne fait plus, on fait faire. Mais c'est un peu comme vous, quand vous faites construire une maison sur un terrain que vous avez acheté. Si vous voulez avoir une maison bien bâtie, bien pensée, intelligente, pas trop chère, il faut que vous-même, vous ayez quand même quelques compétences élémentaires en architecture, avoir une idée du prix de la salle de bain, de ce qui est faisable, pas faisable au niveau des tableaux électriques. Sinon, si vous laissez la main totale à l'architecte que vous prenez et aux artisans, eh bien, c'est un peu un risque de dérapage des coûts, des délais. Je pense qu'on connaît tous ça. Et ce n'est pas un jugement de valeur. Eh bien, dans le domaine de l'armement, c'est la même chose, sauf que c'est un domaine éminemment complexe, avec énormément de technologies. Et donc, pour avoir des produits qui soient performants dans les coûts et les délais, on a besoin d'avoir un prescripteur, d'avoir un État qui soit intelligent. Et c'est le travail de la DGA que de faire ça. Quand les forces armées, parce que c'est les militaires qui expriment un besoin pour un nouvel armement, disent « moi j'ai besoin d'un armement qui fait ceci, ceci, ceci », et bien ensuite la DGA vient discuter avec les militaires, vient apporter son expertise pour affiner le besoin, dire ce qui est possible, pas possible, poser des questions. Vous vous souvenez de la 400M, on a souvent parlé de cet avion qui a eu des difficultés au démarrage. Ben, les difficultés au démarrage, elles ont été de tout ordre, mais elles ont été pour une part parce que il y avait des spécifications, il y avait des besoins qui n'étaient pas forcément atteignables, c'était trop compliqué, ou des spécifications qui étaient incompatibles les unes entre les autres. Et donc, c'est l'apport de la DGA que de dire ce qui est possible, pas possible. C'est aussi l'apport de la DGA d'essayer de dire est-ce que tu es sûr que tu veux ces performances-là, sachant que ça va te coûter plus d'argent. C'est ce qu'on appelle l'analyse de la valeur. Je vous donne un exemple très précis. Si on veut un bateau, par exemple, qui va à 40 km/h, je dis n'importe quoi. Je parle en km/h pour être plus clair. Et puis finalement, quelqu'un se dit ça serait bien d'avoir un bateau qui va 2 fois plus vite, qui va à 80 km/h. Eh bien, la puissance pour passer de 40 à 80 km/h, c'est pas x2, c'est x8. Et donc, le coût, ça sera sans doute pas x2 non plus, ça sera sans doute x8. Donc on discute avec les militaires, quand je dis on, c'est la Direction Générale de l'Armement, pour faire ce qu'on appelle une analyse de la valeur et voir où on met le curseur entre les performances et le prix. Et ça, pour faire ça, en amont d'un grand contrat d'armement, bah, ça demande beaucoup de compétences, ça demande d'écrire des équations, ça demande de faire des simulations numériques, ça demande de faire des essais. Et encore une fois, c'est ce que fait la DGA. La DGA, c'est 10 000 personnes. Il y en a plus de la moitié qui sont dans la direction technique de la DGA, soit à Paris, soit essentiellement dans des centres en province. Il y a une dizaine de centres comme DGA technique hydrodynamique. Et j'espère que vous avez compris ce que fait la DGA, mais apporte une contre-expertise, apporte un dialogue de haut niveau, intellectuel, scientifique, avec des entreprises de défense. Et les entreprises de défense, elles ne sont jamais si performantes que quand elles ont un client qui est intelligent et performant. Et ce client, c'est la DGA. Même si, in fine, le client, le vrai client utilisateur, ce sont les forces armées. Mais la courroie de transmission entre les deux, c'est bien la Direction Générale de l'Armement. Alors, le domaine naval et le fait qu'on vous fasse venir à Val-de-Reuil, ok, c'est proche de Paris, mais
c'est peut-être, quand je disais que c'est un peu la quintessence de ce que font les ingénieurs de la DGA en matière d'expertise et d'essai, vous allez voir ici à DGA Technique Hydrodynamique, à la fois de l'expertise, à la fois des simulations numériques, à la fois des tests. Et c'est intéressant de regarder le domaine naval parce que le domaine naval par rapport à d'autres domaines est encore plus particulier, plus emblématique de ce que ça nécessite comme compétence. C'est ce que je vous disais dans le bus tout à l'heure, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là. Quand vous conduisez votre voiture, votre Clio tous les jours, la Clio, elle a été fabriquée, il y a eu plusieurs prototypes de faits, il y a eu des tests de faits sur des pistes. Et donc Renault, ils ont pu fabriquer plusieurs prototypes avant de fabriquer des millions de Clio. Nous, quand on fabrique un porte-avions, on ne fait pas de prototype, il faut faire bien du premier coup. Et donc on ne peut pas se permettre de mettre le bateau à l'eau pour constater que le bateau ne va pas à sa vitesse, qu'il n'est pas manœuvrant, ou alors que les marins sont malades à bord tellement le bateau il est instable. Et donc pour être sûr qu'on fait bien du premier coup, qu'on ne se trompe pas, il y a un travail de maturation technologique qui est fait en grande partie à DGA Technique Hydrodynamique. Laurent Le Saint va vous expliquer tout ça, mais je terminerai juste par vous dire que la dissuasion nucléaire française, elle repose pour une bonne part parce qu'il se trouve ici, et notamment parce qu'il se trouve dans le bâtiment rouge qui est là. Et si aujourd'hui on a en permanence un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est quelque part sous les eaux à quelques centaines de mètres de profondeur et qui est indétectable, c'est grâce au travail qui est fait par les ingénieurs qui travaillent dans ce bâtiment rouge là-bas. Donc c'est méconnu, mais ici c'est un des cœurs de la souveraineté française. Voilà, je te passe la parole, Laurent. Merci Hervé, donc ingénieur en chef Laurent Le Saint, directeur de DGA Technique Hydrodynamique. Déjà, je vous remercie toutes et tous d'être venus pour visiter notre centre. Comme l'a dit Hervé Grandjean, donc, nous sommes un centre d'expertise et d'essai de la direction technique de la direction générale de l'armement. Comme la DGA fête son 60e anniversaire, j'ai trouvé de bon ton de faire un peu d'histoire, l'histoire de DGA Technique Hydrodynamique, car nous revendiquons une expérience centenaire dans ce domaine. C'est en effet au début du XXe siècle, quand les grands cuirassés étaient l'instrument de puissance des grandes nations, que les ingénieurs architectes navals ont eu le besoin d'optimiser la forme de ce qu'on appelle la carène, la forme de la coque du bateau, si vous voulez, pour aller faire des bateaux rapides, et d'optimiser aussi ce qu'on appelle nous des propulseurs, mais plus vulgairement des hélices, qui était un mode de propulsion qui était assez récent à l'époque. Et ainsi, le bassin d'expérience de la marine a été construit en 1906 le long ce qui est maintenant le boulevard Victor. Après, il a été renommé bassin d'essai des Carènes, nom que nous avons gardé pendant de nombreuses années avant d'en changer il y a une dizaine d'années en DGA Technique Hydrodynamique. Le site de Paris à Ballard s'est développé progressivement. Vous avez par exemple une photo en haut à droite. Les grands bâtiments en long, c'était des bassins de traction. C'était les grands frères en taille beaucoup plus réduite du bassin de traction B600 dans lequel nous sommes actuellement et que vous pourrez visiter. D'autres moyens d'essai, par exemple un bassin tout rond qui permettait de faire tourner les bateaux, ou encore un tunnel de cavitation. C'est la photo du milieu qui était un tunnel qui permet d'essayer les hélices des navires. Comme l'a dit Hervé Grandjean, des fondements en fait, des études en hydrodynamique, c'est de faire aussi des sous-marins les plus silencieux possibles. Dans les années 80, la France avait déjà fait des sous-marins à propulsion nucléaire, déjà très performants. Mais l'enjeu, c'était de faire le SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins, deuxième génération, donc de la classe Le Triomphant. Donc vous avez un modèle sur le côté. Et pour ça, pour se faire un sous-marin invulnérable, il faut qu'il soit très discret. Donc il a fallu construire des nouveaux moyens d'essai pour pouvoir faire des propulseurs les plus silencieux possibles. Donc vous comprendrez que coincé entre le boulevard Victor et le périphérique, le foncier parisien ne permettait pas de faire un moyen d'essai d'une taille suffisante. Et c'est pour ça qu'une antenne du bassin d'essai des Carènes a été construite dans les années 80 à Val-de-Reuil. Donc en bas, sur votre gauche, vous avez une photo du site de l'époque. Donc le premier bâtiment du site, c'est le grand bâtiment
rouge que citait Hervé Grandjean, le grand tunnel hydrodynamique, donc vraiment dédié à l'étude et à la conception de propulseurs silencieux pour sous-marins. Par la suite, dans les années 90, il a été décidé de transférer progressivement l'ensemble du site sur la commune de Val-de-Reuil. Donc en 96, c'est un bâtiment de direction qui a été transféré. Puis en 98 et 2000, le grand bassin B600 dans lequel nous sommes, ou encore la cuve à houle ou d'autres moyens d'essai. Donc en fait, ce qui était au début une annexe du bassin parisien est devenu le site principal, et le bassin parisien est devenu une annexe de Val-de-Reuil, pour être définitivement arrêté à la fin des années 2000, quand le site de Paris a été détruit pour construire maintenant ce qui est le ministère. Donc je commencerai déjà par expliquer peut-être ce qui est hydrodynamique. Pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être très parlant, pour certains non. Il y a une science sœur, on va dire, qui est très proche et qui est plus connue, c'est l'aérodynamique. L'aérodynamique, c'est l'étude des écoulements d'air, notamment pour regarder les portances, les traînées des avions, des voitures. Donc vous comprenez que c'est un élément essentiel. L'hydrodynamique, c'est pareil, mais pour les écoulements d'eau. Donc c'est fondamentalement l'étude de l'effet de la mer, qui est quand même le milieu des navires, sur ce qui est leur carène, leurs hélices. Voilà. Donc c'est une pierre angulaire de l'architecture navale, puisque c'est ce qui fait les grandes performances d'un navire, d'une plateforme navale, telle que la vitesse, sa capacité à manœuvrer, sa capacité à tenir à la mer. Autre point essentiel sur l'hydrodynamique navale, comme le citait Hervé Grandjean, c'est que dans le naval, il n'y a pas de prototype. Voilà. Contrairement à un avion, une voiture, on peut faire un prototype, on peut le reprendre, on peut faire un premier de série. Les essais au modèle que nous faisons ici à Val-de-Reuil, c'est la seule validation des performances d'un bâtiment de surface ou d'un sous-marin avant les essais mer du premier de série. Donc si les essais mer du premier de série se passent mal, c'est un peu tard pour le reconstruire. Donc nous devons faire bien du premier coup. Autre point très important, c'est que l'hydrodynamique, ça ne se regarde pas à la fin de la construction d'un navire, c'est bien quelque chose qui accompagne le navire dès les phases très amont de faisabilité, quand on se pose la question typiquement de quelle puissance propulsive il faut installer à bord d'un navire. C'est bien au tout début, avec des modélisations et des essais d'hydrodynamique, qu'on peut le déterminer. Ainsi, si je peux repasser à la planche d'avant, s'il vous plaît. Voilà. Ainsi, je vous ai modélisé un petit peu toutes les phases de ce que peut être l'ingénierie d'un grand programme. Nous intervenons dès la phase de faisabilité jusqu'aux essais mer ou en suivi en service. Donc, j'ai mis quelques images des grands programmes sur lesquels nous travaillons. Nous traitons tous les programmes navals de la Marine nationale, mais certains sont plus emblématiques que d'autres. Donc, typiquement, à gauche, vous avez le porte-avions nouvelle génération, sur lesquels nous avons travaillé sur les phases de faisabilité et maintenant qui est en phase d'avant-projet. Le SNLE troisième génération est en phase de développement, mais nous travaillons dessus depuis plus d'une dizaine d'années. La frégate de défense et d'intervention, elle est en cours de construction, mais on a encore des essais à faire pour pouvoir valider en fait les formes telles que construites et prédire le comportement du navire qui aura le navire pendant ses essais mer. Le SNA Suffren, tout le monde sait qu'il est à la mer, mais ce n'est pas pour autant que nos études s'arrêtent, puisqu'nous en faisons encore des études pour améliorer son domaine d'emploi ou essayer de résoudre quelques problèmes. Et surtout, c'est une mine d'or pour nous, pour pouvoir valider des années d'études que nous avions fait avant et éventuellement recaler tous nos modèles. Et en cas de grande refonte ou de grande modification d'un navire ou de problèmes détectés sur un navire, nous intervenons aussi au profit de la marine sur les navires en service. Alors, l'hydrodynamique, c'est une science, une technique aux multiples composantes. Je vous en ai mis les principales sur cette planche.
Un des paramètres importants, une performance importante d'un navire, c'est sa vitesse. Sa vitesse est déterminée notamment par la résistance à l'avancement de la carène, c'est-à-dire que c'est les flots qui s'opposent à l'avancement du navire. Et donc, pour prédire une vitesse maximum ou déterminer la puissance qui se mettra sur un bateau pour pouvoir le propulser à une vitesse donnée, il faut connaître ces efforts. Donc ça se réalise par simulation numérique et par essai en bassin de traction, comme vous le verrez pendant la visite. Une autre performance importante, en haut à droite, c'est la manœuvrabilité. Donc, la manœuvrabilité, c'est la capacité d'un navire à tourner. Donc, pour un bâtiment de surface, c'est une performance militaire, mais c'est aussi une performance de sécurité pour éviter un obstacle. Et pour un sous-marin, c'est une performance de sécurité de premier rang. Un sous-marin se déplace dans les 3 dimensions. Il faut qu'on puisse garantir qu'en cas d'avarie, en cas d'incident, il puisse remonter en surface dans toutes les circonstances, des fois de façon un peu impressionnante, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite. Un autre grand domaine, c'est un peu tout ce qui est effet de la houle, des vagues, pour simplifier, sur un navire. Il ne s'agit pas, pour un paquebot, il s'agit que les passagers n'ont pas le mal de mer. C'est le cas aussi pour un équipage de bâtiments de surface de la Marine nationale, mais il y a aussi des performances opérationnelles très importantes qui sont attachées. On prendrait que mettre en œuvre un hélicoptère sur une frégate, par mer très calme, c'est déjà compliqué. En pleine tempête, c'est quasi impossible. Donc, il faut optimiser les formes des bateaux pour pouvoir repousser cette limite où le navire aura un comportement un peu trop erratique et pas pouvoir mettre en œuvre ses aéronefs. Un autre domaine important, c'est la stabilité. Un bâtiment instable, c'est-à-dire qu'il chavire. Bon, en général, on maîtrise assez bien quand même les critères de stabilité de nos navires. Par contre, ils peuvent subir des avaries. Une fortune de mer, une collision, mais aussi une agression militaire, puisque c'est le rôle de nos navires, c'est bien sûr de faire la guerre. Donc des compartiments peuvent être envahis. Vous pouvez référer au film Titanic, par exemple. Et nous, il faut qu'on garantisse que le bateau ne se retourne pas ou à minima qu'on puisse évacuer l'équipage avant qu'un drame arrive et qu'il coule. Les vagues, vous voyez, ça fait bouger un bateau, donc ça va beaucoup solliciter toutes ces structures et donc les vieillir. Donc les structures, elles peuvent très bien résister au départ, au neuvage du bateau, mais au bout de 10, 20, 30 ans, elles peuvent se produire des fissures. Voilà, donc tout ça, il faut qu'on le suive, et donc on est aussi expert un petit peu en structure de bâtiments de surface et à la fatigue de ces structures soumis à la houle. L'autre point important, alors nous sommes concepteurs des propulseurs, enfin des hélices, nous appelons ça propulseurs, des grands navires de la Marine nationale. Donc les porte-avions, frégates, mais surtout les sous-marins. Parce que la discrétion acoustique d'un sous-marin, c'est un enjeu de souveraineté, puisque ce qui garantit son invulnérabilité. Sous l'eau, on ne peut pas voir, par contre on peut entendre. Et ce qui s'entend, c'est le bruit. Et le bruit d'un propulseur, dès qu'un sous-marin va un peu vite, c'est ce qui sort le plus. Donc nous sommes experts en conception notamment de propulseurs de sous-marins et en tout ce qui est signature acoustique dans l'eau. Signature acoustique, hydroacoustique dans l'eau. D'autres domaines un peu plus annexes, mais quand même importants, c'est que nous avons des navires militaires et nous nous intéressons donc au lancement d'armes, notamment des torpilles d'un sous-marin, qui est un phénomène un peu compliqué, et aussi à tout ce qui est divers bouées, sonars qu'on peut remorquer derrière nos navires ou nos sous-marins. Pour faire tout ça, il faut aussi avoir d'autres domaines d'expertise, c'est-à-dire savoir concevoir nos moyens d'essai, les améliorer, les entretenir, concevoir des maquettes. Si la forme extérieure est bien celle du navire qui est envisagée, tout ce qui est à l'intérieur, instrumentation, motorisation, c'est conçu à DGA-TH. Et autre domaine important, on fait beaucoup de simulations numériques et c'est très gourmand en temps de calcul. Et on ne calcule pas ça sur un PC du commerce, donc nous avons aussi beaucoup d'expertise en méthode de calcul et en calcul grandement parallélisé sur des clusters de calcul.
Alors, les principaux moyens, vous allez pouvoir en visiter certains. Il y a le grand tunnel hydrodynamique dont on a parlé. J'ai fait un pendant avec l'aérodynamique. Certains d'entre vous connaissent les grandes souffleries peut-être de l'ONERA. Le grand tunnel hydrodynamique, c'est la même chose, sauf que c'est une boucle d'eau. Donc il y a une pompe qui fait circuler de l'eau dans un grand tuyau, pour parler très simplement. Et le modèle d'essai est situé dans cette veine, dans ce tuyau. Sa grande particularité, hein, c'est un des moyens qui est unique en Europe, et il y en a à peu près trois dans le monde, hein. C'est d'être extrêmement silencieux pour avoir le bruit de fond le plus faible possible, afin d'écouter justement ce qu'on recherche, c'est-à-dire le bruit que va faire le propulseur de sous-marin. Autre grand moyen donc, qui se trouve dans le bâtiment dans lequel nous situons, c'est le B600. C'est un bassin de traction. Donc c'est l'inverse. Donc je dis qu'au GTH, le modèle était fixe et l'eau était actionnée par une pompe. Ici, c'est un bassin fixe et on tire des maquettes dessus. Vous verrez, ces dimensions sont assez impressionnantes. C'est 545 mètres de long, ça représente 60 000 tonnes d'eau. Donc on fait beaucoup de types d'essais. Les principaux, c'est la résistance à l'avancement, donc les efforts de l'eau sur une carène, avec ou sans houle, puisqu'nous avons un générateur de houle. Comment dire, et voilà. Et nous avons aussi des autopropulsions, c'est-à-dire que soit nous tirons la maquette pour mesurer ses efforts, soit nous tirons la maquette avec son propulseur qui tourne derrière pour essayer de trouver le point de fonctionnement et la vitesse maximum du navire. Alors, autre aspect très important, que je vous dis, c'est la simulation numérique, hein, qui est un moyen d'essai à part entière. À peu près la moitié de nos études sont faites par simulation. La simulation numérique dans le domaine de la mécanique des fluides, donc tout ce qui est hydrodynamique, aérodynamique, c'est des choses très compliquées qui demandent énormément de puissance de calcul. Et nous disposons donc d'un cluster de calcul, pas Covid, hein, qui a été porté à 12 000 cœurs l'été dernier. L'autre moyen que vous pourrez visiter, c'est la cuve à houle. Donc vous verrez, ces dimensions sont beaucoup plus modestes que le B600, mais il permet d'étudier toute forme de houle, c'est-à-dire de vagues sur les carènes, de manière sur le côté. Il faut faire des choses très impressionnantes, vous le visiterez tout à l'heure. Quelque chose que vous ne verrez pas, c'est nos modèles libres. Donc ce qu'on appelle un modèle libre, c'est une maquette qui est rendue complètement autonome. Enfin, c'est un petit robot, on va dire. On dépose aussi cette compétence de développer ce genre de choses. Donc là, le modèle réduit, il est équipé d'un moteur, de batterie, de commande, d'une intelligence, et il va faire de manière autonome des essais, soit en lac, soit en bassin. Donc on fait des modèles libres de bâtiments de surface, ou alors encore de sous-marins. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, après on enchaîne sur la visite. Oui. Oui, bonjour, Jean-Marc Tanguy, le marin. Vous avez évoqué des problèmes encore à résoudre sur le suffrain, de quoi vous parlez juste? Alors, des problèmes, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que pour les essais mers, on ouvre son domaine à peu près sûr de navigation, comme on l'avait prévu, puis après on va essayer de chercher les limites, hein. Donc on refait des essais, on recale les modèles, et on essaye d'augmenter le domaine d'emploi opérationnel. On fait encore des essais sur le SNE, le deuxième génération. Enfin, c'est... Bonjour. Bonjour, Xavier Vavasseur, Naval News. Il me semble que par le passé, vous avez mis à disposition vos installations à des alliés de la France. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et quels sont ces alliés? Alors, je pense que vous faites référence au partenariat qu'on a avec nos amis britanniques.
Voilà. Ouais, donc c'est essentiellement ça. Donc en 2010, dans le cadre du traité de Lancaster House, il y a eu je veux dire, un accord en fait pour pouvoir qu'on utilise leurs moyens et qu'ils utilisent le nôtre. Voilà. Donc nous, on avait un moyen à Paris qui a été détruit pour construire le ministère. Donc on va utiliser ce moyen-là qu'ils ont à Aslar, chez Kinetic. C'est un bassin océanique qui permet de faire des essais normalement de manœuvrabilité de navires. Et eux, ils n'avaient plus de grands tunnels hydrodynamiques, ou au moins pas aussi performants, donc ils viennent chez nous pour faire leurs essais aux grands tunnels hydrodynamiques. Et c'est toujours d'actualité, puisqu'ils sont venus l'été dernier faire des essais, et nous en prévoyons en 2022 chez eux. Alors, on a des échanges parce qu'on fait partie d'une grande famille des conférences de tous les bassins de traction mondiaux. Donc, on a des échanges sur les méthodes, ce type de choses. Après, non, il n'y a pas d'essais mutuels, sauf avec les Britanniques. Pascal Samama, BFM Business. Deux questions. Est-ce que où vous en êtes pour le porte-avions de nouvelle génération? Est-ce que vous commencez à travailler dessus? Et autre question, est-ce que c'est vous qui êtes chargé du design des navires, leur forme? On a vu que vous faisiez les hélices, mais est-ce que tout le reste, c'est vous qui le faites? Et est-ce que vous transmettez donc à la fin au constructeur une maquette qu'il devra respecter fidèlement? Alors, donc, question en deux temps. Donc, le porte-avions nouvelle génération, comme je l'ai indiqué, on travaille très en amont. Donc, ça fait depuis 2018 qu'on a commencé, qu'on savait que c'est dans les cartons. On a commencé à faire du retour d'expérience sur le Charles de Gaulle, sur les études précédentes. En 2019, on a commencé à faire des calculs de la conception de propulseurs. Et en 2020, on a fait des essais, même avant que ça rentre, que le programme soit lancé. Et on continue, en 2021, il y a une grande campagne d'essais de manœuvrabilité en lac à Castillon au printemps dernier. En 2022, il y a encore des essais, puisque la forme va évoluer, et on va accompagner le programme pendant des années comme ça. Après, sur les conceptions des formes, donc sur les hélices, on est vraiment concepteur de la forme. Alors on ne fait pas ce qu'on veut, on discute avec Naval Group ou les chantiers de l'Atlantique. C'est un échange, mais on fait le dessin. Sur les carènes, c'est plutôt l'architecte, parce que c'est bien beau de faire une belle forme, mais il faut quand même que l'architecte puisse rentrer ce qu'il veut à l'intérieur. Et c'est sa responsabilité de faire un navire complet. Donc le processus, c'est plutôt qu'il nous fournit des formes. Éventuellement, nous, on lui fournit des résultats, des conseils d'optimisation, ou alors il nous demande spécifiquement de travailler sur un morceau du bateau. Puisque typiquement, l'hydrodynamique, ça peut faire très mal sur des petits endroits qui sont mal dessinés. Donc à ce moment-là, c'est sur la demande de l'architecte, on optimise certaines formes. Oui, à nouveau Jean-Marc Tanguy, de Marin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de l'architecture générale du PANG? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est un ou deux châteaux? Est-ce que c'est plutôt 65 000, plutôt 70 000 tonnes? A priori, je crois que vous étiez sur 3 lignes d'arbres aux dernières nouvelles. Est-ce que ça a changé? Et vous avez également des rentrées d'argent via des contrats que vous avez avec l'extérieur. Dans ces contrats, pour moi, il y avait également des choses avec l'Australie. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour l'Australie? Et qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus que donc vous ne ferez a priori pas? Merci. Alors moi, je ne me prononcerai pas sur l'architecture générale du porte-avions, le nombre de châteaux, tout ça. Son déplacement, c'est à peu près l'ordre de grandeur sur lequel que vous avez cité. Sur l'architecture propulsive, nous on travaille sur une configuration de référence à 3 lignes d'arbre. Il y a d'autres choses dans les cartons. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. Sur l'Australie et globalement toutes les prestations payantes, on a travaillé par le passé pour le civil. Là, on avait beaucoup de charges dans le domaine militaire, donc on était vraiment, on travaille essentiellement pour l'activité militaire. On avait en effet sur l'Australie un contrat avec Naval Group. On était prestataire de Naval Group. Et on a fait des essais, des études dessus, et ça s'est arrêté
brutalement il y a quelques semaines. Moi, je voudrais rajouter quelques points. D'abord, sous ton contrôle, Laurent, la charge représentée par les travaux au profit de l'Australie via Naval Group au centre DGA Technique Hydrodynamique représentait à peu près 5% de la charge, dans un contexte où, le directeur en a parlé, la préparation des programmes futurs PANG et SNLE 3G sont extrêmement consommateurs de ressources, donc il n'y a pas d'impact sur l'activité du centre et son plan de charge lié à l'arrêt de l'Australie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je voudrais rebondir sur la question de M. Vavasseur sur la coopération avec le Royaume-Uni. Cette coopération aux bornes du domaine hydrodynamique se poursuit. Nous faisons des essais à Aslar, ils viennent faire des essais au Grand Tunnel hydrodynamique. Donc tout cela est préservé. Maintenant, il y a une relation franco-britannique qui est en ce moment évidemment compliquée. Il ne vous aura pas échappé qu'une réunion entre Mme Parly et son homologue a été annulée au mois de septembre suite aux annonces sur le partenariat AUKUS. Encore une fois, dans le domaine hydrodynamique, il n'y a pas d'impact, mais il y a un questionnement sur la relation de défense franco-britannique en ce moment. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit sur l'hydrodynamique ou sur autre chose? Si la réponse est non, on va gentiment se mettre en route, merci beaucoup Laurent, pour la visite des moyens.